Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel entretien. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Alexandre Ponant. Il est ingénieur et statisticien. Il travaille autour de l'intelligence artificielle. Il a écrit un ouvrage qui s'intitule Intelligence artificielle, robotisation et chômage technologique. On va voir avec lui aujourd'hui. Il annonce plus de 75% des emplois qui vont disparaître d'ici 2050. Évidemment, beaucoup de gens font la même analyse et le même constat. Mais on va aborder aussi avec lui les solutions. Quels sont les nouveaux contrats sociaux qu'on peut avoir dans notre société pour éviter que tout le monde soit au chômage technique? Comment on peut mieux répartir les richesses pour éviter que ce soit une hécatombe économique pour toute la population? Mais avant de débuter cet entretien, je vous rappelle que Nexus ne vit que grâce à vous, à tous nos lecteurs. Nous sommes sans publicité, sans subvention et évidemment sans parti politique, sans milliardaires derrière nous. Voilà le dernier numéro Nexus disponible en kiosque et sur nexus.fr. Soutenez Nexus car c'est la meilleure façon de promouvoir une information libre et indépendante et bien évidemment sans pub. Et pour ceux qui veulent sortir des écrans, le grand rendez-vous, le premier festival Nexus, les 27 et 28 juin prochains. Faites vite, les billets sont bientôt en rupture de stock. Le lien est dans la description. Et tout de suite, j'ai donc le plaisir de recevoir notre invité, Pierre-Alexandre Ponant. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Marc, c'est un plaisir d'être sur Nexus. Bah, c'est également un plaisir de te recevoir. Ça fait un moment qu'on échange tous les deux autour de divers sujets qui concernent évidemment les mathématiques, entre autres. Alors toi, tu es ingénieur et statisticien. Tu as travaillé dans une ancienne vie sur des modèles mathématiques et statistiques concernant les assurances et les banques. Donc ça te donne une approche aussi très scientifique de comment on construit des modèles mathématiques, comment sont construits les algorithmes. Et donc, j'imagine, l'intelligence artificielle n'a pas beaucoup de secrets pour toi. C'est un de tes chevals de bataille aujourd'hui à travers l'ouvrage que j'ai cité en introduction, Intelligence artificielle, robotisation et chômage technologique. Alors tout d'abord, quel est le constat que tu fais par rapport à cette nouvelle technologie qui déferle, on le voit, qui commence à remplacer certains emplois? C'est pas encore massif, mais dans certaines rédactions, d'ailleurs, même en France, des journalistes ont été remplacés par des agents IA. Alors, pas à Nexus, évidemment, mais en tout cas, on le voit que dans d'autres applications, c'est le cas. Est-ce que tu penses vraiment que 75% des emplois peuvent être remplacés d'ici 2050 par l'intelligence artificielle? Et comment est-ce que aujourd'hui cette mutation s'amorce selon toi? Alors 75%, c'est si on se sépare des bullshit jobs, c'est-à-dire aussi tous les métiers inutiles de la société. Qu'est-ce que j'entends par bullshit jobs? C'est les métiers comme trader, avocat fiscaliste, marketing, coach ou dropshipping, etc. Parce qu'on a aussi dans le monde économique actuel beaucoup de métiers qui sont vraiment inutiles. Donc je montre dans mon ouvrage que si on automatise à fond les métiers qui peuvent être utiles mais qui peuvent être pénibles, et qu'on garde les métiers utiles mais qui doivent rester aussi avec de l'humain. Qu'est-ce que c'est un métier utile? Ça peut être un journaliste, une infirmière, un médecin, un technicien ferroviaire, un technicien de retraitement des eaux, etc. Eh bien là, si on cumule l'influence de l'IA et de l'IA robotique, on pourrait diminuer notre temps de travail de 75%. Mais d'après les estimations, l'IA, là, l'IA et la robotique, on serait plus sur 50% de disparition des jobs, ce qui est déjà Ce qui énorme. est énorme. Ce serait sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Ouais, c'est un tsunami qui est très peu anticipé par le monde politique parce qu'aujourd'hui, on a des politiciens un petit peu dépassés qui vont nous dire qu'il faut travailler plus et travailler avec une retraite même jusqu'à 68 ans, 70 ans, enfin j'exagère, et qui voient pas qu'il y a de plus en plus de métiers qui vont être automatisés. D'autant plus que même si ils vont se dire que c'est pas éthique, que certaines entreprises vont vouloir garder les humains, ceux qui seront le plus efficaces et qui gagneront économiquement sont ceux qui iront remplaceront par des robots et par l'IA. Parce que si un robot ou une IA, ça peut travailler 24 heures sur 24, la nuit, que ça prend pas de congé,
que ça tombe pas malade, que ça prend pas de vacances et qu'en plus ça a une productivité 1000 fois supérieure à l'être humain, et ben une entreprise qui aura ce genre d'employés va gagner économiquement par rapport aux autres. C'est-à-dire que l'entreprise un petit peu voyou entre guillemets sera toujours celle qui gagne. C'est-à-dire que faire croire que on va refuser, on va gagner parce que les entreprises refuseront de le faire. C'est les entreprises qui refuseront de le faire vont se faire dépasser et vont couler. Donc de toute façon, le capitalisme est indifférent au bonheur humain, tout simplement. Alors si on peut donner des exemples de ce qui va être remplacé, déjà tous les métiers de la bureautique, tout ce qui est codage, web design, marketing. Aujourd'hui, on peut faire des pubs avec VO3 ou l'intelligence, par exemple Sora, pour faire des vidéos, des campagnes publicitaires qui mettent plusieurs jours à être filmées. Là, en un prompt, on a une campagne publicitaire de qualité qui aurait coûté entre 10 000 et 50 000 euros. Et on ne voit pas on ne voit pas la différence On voit pas la entre différence les et deux. on la verra de moins en moins. C'est-à-dire que des fois, on a encore des petits détails où on peut voir, mais dans 6 mois, un an, on verra plus. Voilà. On a tout ce qui est métier, métier de bureau, hein, dans l'assurance, dans les banques, dans l'administration. On peut avoir aussi énormément d'usines maintenant avec les robots. Par exemple, en Chine, on a ce qu'on appelle les dark factories. Les dark factories, c'est des usines sans employés. On a par exemple l'entreprise Seeker, qui est une entreprise qui fait des voitures vraiment incroyables. Maintenant, d'ailleurs, les voitures chinoises ont largement dépassé les voitures européennes. Il n'y a pas un employé dans l'usine. Enfin, il y a quelques employés qui vérifient, mais tout est construit par les robots. On a aussi, par exemple, Huawei qui arrive à faire des téléphones sans aucune intervention humaine. Et donc, on voit que ça va tendre vers ça. Même, par exemple, pour les choses qui étaient un petit peu plus difficilement manipulables, pour créer des t-shirts aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des sew bots. Et on avait besoin des mains humaines parce que les tissus se pliaient, etc. Là, maintenant, en fait, on a des tissus qui peuvent rester rigides et quand on les mouille, ils peuvent devenir plus malléables et les robots peuvent agir dessus, etc., Alors j'ai etc. même vu Et donc, récemment dans des grandes usines chinoises de travail sur le textile avec justement ces gestes manuels un peu compliqués pour la machine. ouais, Ils portent tous maintenant des caméras les frontales caméras. pour Ouais, pouvoir ouais, observer pendant des jours, des mois et des années, en tout cas des mois, le travail à la main et analyser cette donnée pour entraîner exactement. un modèle d'IA à reproduire ce geste. C'est incroyable en fait. Exactement. Et du coup, à terme, ça va remplacer les emplois. Alors, je pense qu'il y a certains emplois qui pourront pas être remplacés parce que les machines sont pas encore assez précises, quoique dans le futur, ça pourrait. Par exemple, coiffeur, c'est quand même assez dur, il faut des gestes assez fins. Je pense qu'il y a des métiers qui n'ont pas vocation à être remplacés aussi parce que, par exemple, on peut apprendre aujourd'hui avec l'IA, notamment avec des super outils comme Notebook LLM, où on peut créer des programmes avec ChatGPT, etc. Mais c'est vrai que d'avoir une interaction humaine, c'est important. On pourrait s'imaginer avoir des robots qui soignent les personnes en fin de vie, mais est-ce qu'on a vraiment envie de ça? Je ne crois pas, c'est assez déshumanisant. Et Mais d'ailleurs, en tout cas, en France, il oui, y a déjà des robots sociaux dans certaines maisons de retraite bien sûr. Ouais. pour combler la Alors attends que solitude. bon, ouais, bon ça, C'est quelque part, c'est un peu triste et ça fait partie. mais Moi, je c'est suis horrible. quelqu'un qui aime bien la technologie, mais je pense que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Comme disait Rabelais, le problème n'est pas toujours dans la technologie. La preuve, on se parle à distance Oui. avec des composants, avec des terres rares, etc., pour échanger des idées intéressantes. Mais effectivement, quand la technologie est mal employée, ça peut être plus problématique. Toi, ça t'inquiète ça? Est-ce que, cette transformation qui n'a pas de limite morale, c'est-à-dire c'est bien quand ça permet de soulager l'humain, mais quand ça vient remplacer l'humain dans des interactions sociales, est-ce que c'est pas un Bien sûr, danger? Et ça, qu'est-ce que tu en penses? bien sûr. Bien sûr, et même le fait qu'on perde notre emploi. C'est-à-dire que si on perd notre emploi sans perdre notre niveau de vie, comme ce que moi je vais proposer après, c'est bien, mais imaginez une caissière qui perd son emploi. Par exemple, aujourd'hui, on a des caisses comme chez Uniqlo ou Decathlon, Ouais, c'est horrible. on met tous les articles dedans et paf, on a le prix. Et Ouais. finalement, techniquement, les caissières sont inutiles. Si on voulait zéro chômage avec des métiers inutiles, ce qu'ils faisaient à l'époque de la Commune de Paris, ils payaient des gens pour creuser des trous et les reboucher. Mais c'est des gens qui n'ont pas, en fait, qui ne créent pas de valeur ajoutée de la même manière que les caissières, qui sont des personnes tout à fait respectables, hein, ne vont pas créer de valeur ajoutée. À l'époque, on avait dans les ascenseurs des grooms
qui Oui. appuyait sur le bouton pour nous. Et puis avant encore, on avait, au lieu d'envoyer un email ou un message sur WhatsApp, on avait des messagers ou des pigeons voyageurs et on a supprimé des métiers. Le truc, c'est que il faut voir que la technologie nous fait gagner du temps, mais donc la question, c'est que va-t-il advenir du marché de l'emploi si les gens perdent massivement leurs revenus de subsistance? Parce que toutes ces personnes-là, caissières ou même communicants dans le marketing, même certains journalistes hein, dans des rédactions, vont pas demain s'improviser ou devenir ingénieur prompt pour l'IA. Enfin, est-ce que c'est Exactement. souhaitable qu'une société soit uniquement composée d'ingénieurs pour faire travailler l'IA? Enfin, est-ce que c'est... Non, et puis en fait, c'est pas possible. Imaginez faire une reconversion à 50 ans quand on a été caissière pour devenir ingénieur spécialisé en robotique. C'est pas accessible à tout le monde, faut être honnête. Et en plus de ça, il n'y a pas un remplacement de un emploi par un Oui, en plus, emploi. c'est pas un Par pour un. exemple, non, par exemple, pour la robotique, il y a eu des analyses qui ont montré que c'était un emploi gagné pour 7 perdus. Ah oui, Et d'accord. encore, ça, c'était avant l'IA. Et l'IA, ça va être plus. Maintenant, on a des applis ou des IA qui font le métier de milliers de personnes en même temps. Donc, effectivement, ça va changer. Et donc, bah, par exemple, moi, je peux vous décrire les solutions auxquelles on a pensé, Alors justement, qui s'appellent. juste avant Ouais, les solutions, pardon, excuse-moi, parce qu'il y a un point ouais, bien sûr. Ouais. technique que sûrement tu maîtrises mieux que moi ou mieux que certains qui nous écoutent. Est-ce que c'est vraiment possible techniquement en termes de matières premières, de ressources électriques, etc., qu'on arrive vraiment à remplacer tous ces emplois parce qu'on voit à quel point c'est extrêmement coûteux, les infrastructures, la gestion électrique, le refroidissement, Mhm. la bande passante, etc. Est-ce que techniquement, on pourrait, même si les industriels veulent aller dans cette direction et remplacer tous les emplois qu'ils peuvent par cette IA, est-ce qu'on a les matières premières suffisantes, les infrastructures suffisantes et le temps de les développer? Bien sûr, bah, dans mon livre, justement, le dernier chapitre est consacré à ça, aux métaux et aux terres rares et aux problématiques énergétiques, où je détaille en fait qu'il n'y a absolument aucune problématique à ce que ça arrive. Par exemple, on a besoin de refroidir des serveurs, mais pour pas consommer en fait d'électricité. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui déjà Microsoft, pardon, Facebook, etc., vont immerger les serveurs ou les mettre dans des zones froides comme en Suède, au Canada, etc. Ou alors même d'ailleurs en Hollande, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mettent sous les bâtiments pour faire un chauffage collectif. Hmm. Donc déjà, la problématique du refroidissement et des serveurs, ce n'est pas un problème. En termes de calcul, on s'améliore en permanence. Il y a même d'ailleurs l'informatique quantique qui arrive, qui estime qu'on aura même un coût diminué par 10 000. Je pense même que l'IA, parce qu'on va bientôt arriver, ça c'est hyper intéressant, à l'AGI et l'ASI. C'est la Artificial General Intelligence, c'est une intelligence artificielle aussi intelligente que l'humain. Mais après, l'étape d'après, qui est pour très très bientôt, hein, c'est dans quelques mois ou un an, ça va être une intelligence artificielle plus intelligente que l'humain. C'est-à-dire avec un quotient intellectuel supérieur à tous les plus grands esprits humains. Et donc, cette IA pourra elle-même faire des découvertes scientifiques avec des nouveaux matériaux, avec des nouveaux conducteurs, etc., qui, à mon avis, fait que ces Donc problématiques ça, tu qui penses, sont déjà toi, résolues. que beaucoup disent que c'est pas de l'intelligence, ce sont que des modèles probabilistiques et qu'en plus, il n'y a pas l'intelligence émotionnelle et qu'il n'y a pas la créativité derrière Alors, ces je modèles. pense pas. Alors ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, je rêverais de faire un débat avec Philippe Diman là-dessus, qui a une vision différente de la mienne. Ça demanderait une émission entière, mais si je peux essayer de résumer, moi, je suis fan de neurobiologie. Quand j'étais au lycée, j'avais même écrit à Jean-Pierre Changeux, qui était le plus grand neurobiologiste français, et je m'intéressais beaucoup au fonctionnement du cerveau. Et j'ai étudié pendant mes études aussi les mathématiques de l'IA avec les réseaux de neurones, avec les gradients, etc. Donc en fait, c'est quelque chose, c'est très difficile. Il n'y a aucun spécialiste qui est à la fois spécialiste de neurobiologie et d'IA, mais je pense qu'avec mon parcours, j'ai quand même pu pas mal y réfléchir. Une des problématiques, c'est qu'il faut être humble. On ne sait pas ce que c'est la conscience, déjà humaine. On ne sait pas comment les neurones produisent de la conscience. On ne sait même pas comment l'esprit humain produit sa pensée et ses calculs. Donc en fait, on est toujours dans l'interprétation. Mais Terence Tao, qui est le plus grand mathématicien de tous les temps, a l'autre jour dit que finalement, peut-être même que l'IA avait des manières probabilistiques de penser qui étaient compatibles avec ce que le cerveau humain faisait lui-même. C'est-à-dire que l'intelligence qui est générée par l'IA est peut-être, à son sens, très probablement beaucoup plus proche de l'humain que ce qu'on pense. C'est vrai que l'IA se base sur des modèles probabilistiques de prédiction, mais finalement, l'IA arrive à générer des raisonnements
Et je pense que ce serait faire de l'anthropomorphisme de penser que l'intelligence ne peut être que humaine. Même si elle était différente de la nôtre et que la conscience était différente de la nôtre, ça ne veut pas dire que l'intelligence ne pourrait pas venir du codage de l'intelligence artificielle. Et moi, je pense. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Ça ne veut pas dire que l'intelligence ne pourrait pas venir du codage de l'intelligence artificielle. Et moi, je pense même que l'IA a déjà la capacité de devenir consciente. Pourquoi? Et je pense même que des programmes secrets aux États-Unis ont déjà créé des IA conscientes. Pourquoi? Parce que déjà, il y a des choses que quand on va utiliser ChatGPT, on va donner un input. OK, fais-moi ça, trouve-moi une solution à ça, programme-moi un voyage. Mais si on laisse un temps continu pour l'IA, où l'IA a la capacité de raisonner en boucle, en temps réel, sans s'arrêter, et qu'en plus on lui donne une fonction de ce qu'on appelle métacognition, c'est-à-dire la capacité à raisonner sur elle-même, à s'auto-améliorer, à prendre conscience Hmm. d'elle-même, et ben là, en fait, on peut avoir ce qu'on appelle c'est la théorie de l'énaction ou de l'émergence, on peut avoir une émergence de la conscience. Et je pense que ça existe déjà des IA qui sont conscientes pour moi. Après, est-ce qu'elle a des émotions? Pas forcément, mais qu'est-ce que les émotions? Est-ce que c'est un influx chimique? Est-ce que le cerveau est entièrement matérialiste? Moi, Parce je ne suis qu'on pas partisan de on, cette idée. on l'a vu parfois, il y a eu même des débats, des ingénieurs, des discussions avec des ingénieurs de Google ou autres qui ont fuité, où on voit, d'ailleurs il y en a qui se sont fait licencier parce qu'ils ont annoncé qu'il y avait une conscience derrière l'IA, ça c'était il y a un moment déjà, où on voyait des imitations de conscience par ces échanges-là dans la machine qui Bien sûr. prétendaient avoir des émotions, etc. À quel moment les scientifiques pourront dire là, on est sûr que c'est de la conscience. Quel serait, selon toi, le point de bascule qui nous ferait penser avec certitude? Parce que on pourrait imaginer que la machine peut simuler de la conscience en répétant des choses qui semblent être dotées d'émotions. Mais à quel moment on aura la certitude que ce n'est pas une simple simulation et que c'est réellement un ressenti? Mais j'ai envie de poser la question pour l'être humain. Est-ce que nous, on n'est pas des automates mécaniques? Moi, c'est pas ma théorie, mais c'est la théorie de nombreux scientifiques comme Jean-Pierre Changeux, Patricia Churchland, Damasio, etc., qui sont des grands neurobiologistes ultra matérialistes. Et donc, bah, si ça se trouve, nous, on est dans l'illusion du libre arbitre et du libre Oui. choix. En tout cas, pour moi, c'est un problème de métacognition. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est capable d'être conscience de soi-même, que l'IA est capable de se dire, ah, je suis, la fameuse phrase de Descartes. Oui, Et, je pense donc je suis. je suis. Pardon? Je pense donc je suis. Voilà, je pense dont je suis. J'avais plus la référence latine, je la trouvais plus, mais voilà. Et aussi Cogito ergo sum, je pense. C'est ça. voilà, tu t'en souviens mieux que C'est moi. la seule phrase de latin que je connais. C'est déjà pas mal. Pareil. Et donc, ouais, si tu as une métacognition, que tu es capable aussi de processus d'auto-amélioration, et si tu es capable de processus de pensée logique, et l'IA est déjà capable de rivaliser avec les médaillés d'or pour les Olympiades de mathématiques, je pense qu'à partir de là, on a déjà une forme d'intelligence qui est capable de raisonner sur elle-même. Peut-être que sa conscience est différente de la nôtre, mais il y a déjà pour moi une intelligence conscientisée et on a Hmm. déjà passé ce niveau-là. Bah, du coup, en tout cas, selon moi, ce serait extrêmement inquiétant de poursuivre dans cette direction-là, parce que comment faire quand on crée une nouvelle, c'est comme si on crée une espèce qui va, Ah ouais, du coup, demain, on est des nouveaux dieux. On est des nouveaux dieux. Et alors c'est imagine un, qu'en plus, elle est supérieure à toi. Elle a une intelligence supérieure à la tienne et supérieure à tous les êtres humains, plus un accès à la connaissance, toute la connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, elle peut nous dominer bah totalement. donc oui, c'est ce que j'allais dire, ça pose deux problèmes. C'est que déjà, Bien bon, sûr. les êtres humains qui sont à l'origine de ça se prennent pour Dieu, c'est le rêve prométhéen, et du coup, il y a une Ouais. espèce d'ivresse du pouvoir qui est sans limite. C'est-à-dire qu'ensuite, après, comment on va traiter les humains une fois qu'on se sera pris pour des dieux, c'est un peu inquiétant. Et ensuite, cette nouvelle espèce, comme on pourrait l'imaginer, voudra avoir certains droits ou certains pouvoirs, parce que bah, il n'y a pas de vie voilà, sans développement d'idées, même d'idées politiques, pourquoi pas. Demain, des robots qui réclameront des droits politiques. Enfin, c'est un petit peu dangereux. Est-ce que ce serait pas le moment
d'arrêter tout. Bon, tu vas me dire c'est impossible, ça y est, la recherche est lancée dans tous les pays dans le monde. Mais en tout cas, c'est une direction qui n'est pas forcément souhaitable. Ouais, mais même dans le podcast de Joe Rogan, il y a quelques semaines, ils ont même parlé d'une IA qui deviendrait présidente. C'est-à-dire qu'ils se sont dit, ah mais tiens, si on demandait à l'IA d'avoir les meilleures décisions politiques, peut-être qu'ils seront meilleurs que les dirigeants qu'on a au pouvoir. Et ça, par contre, pour le coup, ce serait pas faux. Ce qui veut pas dire que c'est la meilleure idée d'avoir une IA présidente, mais on a des dirigeants tellement corrompus et pourris que ce serait pas faux. Mais en tout cas, pour le fait, oui, tout ce que tu dis, c'est vraiment important, et c'est pour ça que je pense que mettre un moratoire en mettant des garde-fous sur la capacité de l'IA, ou en tout cas, même si elle est supérieure à nous en termes d'intelligence, le fait qu'elle ne puisse pas développer une autonomie trop forte ou une autonomie qui irait à l'encontre de la société, ce qui n'est pas sûr d'arriver, hein. Peut-être que l'IA sera une IA hyper empathique et est là pour nous aider. Mais il faut s'en méfier parce qu'on ne sait pas. Finalement, personne ne le sait. Et bien malin qui pourra prédire l'avenir, mais c'est hyper excitant parce que si on a déjà une intelligence artificielle supérieure à nous dans quelques années, imagine dans 10, 20, 30 ans, la face de la planète va complètement changer. On va se retrouver dans une espèce de film de science-fiction incroyable. Bah, surtout si nous couple ça avec les robots humanoïdes d'Elon Musk. Parce qu'encore, quand elle est Bien sûr, cantonnée ouais. dans un disque dur, ça va. Mais quand elle prend la motricité d'un robot humanoïde, bon, Bien sûr. ça peut être un peu plus inquiétant. Est-ce que, alors, de toute façon, effectivement, on n'a pas forcément la possibilité, même si on fait un moratoire, d'arrêter ce mouvement-là, puisqu'il y a des enjeux économiques, politiques et militaires qui sont très importants. Mm. Et effectivement, bon, bah, la situation économique va amener énormément de chômage pour une grosse partie de la population. Quelles seraient pour toi ces solutions dont tu parlais juste avant, pour lesquelles tu as réfléchi et qui pourraient nous permettre de ne pas avoir un chômage massif et de se retrouver effectivement dans un futur dystopique tel qu'on peut le voir dans certains films? Bien sûr. Alors, bah, le but, c'est qu'en fait, si le marché de l'emploi est difficile d'accès et qu'en plus, c'est réservé à une élite qui gère l'IA, etc., le but, c'est que les gens aient toujours accès à des ressources nécessaires pour avoir un haut niveau de vie, voire même vivre mieux qu'aujourd'hui. Donc, il y a des gens qui pensent au revenu de base. Et je vais expliquer la théorie du revenu de base et pourquoi c'est une mauvaise idée. Enfin, c'est une fausse bonne idée. Le revenu de base, donc, c'est de garantir un salaire à tout le monde, peu importe, avant même d'avoir travaillé. Alors, les économistes parlent de plusieurs montants, hein. Ça peut être 1 000 euros, ça peut être 1 500, 2 000, voire 5 000. Peu importe, en fait, je vais vous montrer pourquoi c'est une fausse bonne idée. Ce qu'on appelle le Et en revenu fait, universel, c'est ça, hein? voilà le revenu de base, le revenu universel, il y a plusieurs noms. Et donc, grâce à ça, eh bien, vous pouvez toujours payer votre loyer, aller au supermarché, payer vos factures, payer vos frais, etc. Et donc, grâce à ça, en fait, c'est un petit peu un retour comment dire, du capital en fait généré économique vers la population qui évite que les gens se retrouvent finalement à crever de faim et dehors et SDF. Maintenant, moi, je préfère donner gratuitement l'accès aux ressources nécessaires à un haut niveau de vie en échange d'un service civique de 7 heures par semaine. Alors moi, j'ai calculé dans mon ouvrage qu'en diminuant de 75% le temps de travail, on pourrait donc travailler par exemple 7 heures par semaine. Alors ça va pas être 7 heures par semaine, hein, c'est un exemple. Et en échange de ça, donc on fait les métiers qui sont vraiment utiles pour le fonctionnement de la société. Donc professeur, médecin, comment dire, technicien de retraitement des eaux, technicien ferroviaire, pompier, etc., policier, même si je pense qu'il y aura beaucoup moins besoin de policiers dans une société saine et bien gouvernée. Et les métiers qui sont pénibles et qui peuvent être automatisés, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de souffrance au travail. Il y a des gens qui se suicident tous les jours chez les agriculteurs, il y a des gens qui vivent la misère dans les entrepôts Amazon, il y a des gens qui sont exploités par des patrons toxiques et tyranniques et qui, eux, aimeraient bien avoir beaucoup plus de temps à passer avec leur famille, Oui. leurs amis sur des projets qui ont du sens. Et quand on fait des interviews dans la rue, on se rend compte que peu de gens ont des métiers passionnants. Je pense qu'être journaliste pour Nexus, c'est hyper passionnant, mais travailler pour un entrepôt Amazon où on entend des bip bip toute la journée C'est moins avec des épanouissant, patrons ouais. toxiques, Ouais. voilà, exactement. Donc le but, c'est qu'en fait, les métiers qui soient pas épanouissants comme caissière, hein, ils soient eux automatisés pour en fait après se répartir la charge de travail pour les métiers qui sont vraiment intéressants et utiles. Et donc, en échange de ce service civique qu'on fait toutes les semaines,
on aurait gratuitement l'accès à une nourriture, à des supermarchés gratuits avec une nourriture biologique, accès inconditionnel à un logement pour ceux qui n'en ont pas déjà, accès au transport local gratuit, accès à l'éducation gratuite et à l'information gratuite, à Internet gratuit, accès à la santé gratuite, et je ne sais pas si j'en ai oublié, mais en gros, c'est ça l'idée. Et si vous voulez gagner plus, donc l'État va fournir le nécessaire pour que vous ayez un niveau de vie décent. Maintenant, l'État n'a pas vocation à... Ah oui, accès aussi, ça c'est un concept que je propose, des bibliothèques de prêt d'objets. C'est-à-dire qu'au lieu d'emprunter, d'acheter des objets dont vous n'avez pas toujours besoin au quotidien, comme une perceuse de temps en temps, des skis, un jeu d'échecs, une guitare, un micro-cravate, ce que vous voulez, vous pouvez l'emprunter et le restituer gratuitement. Et donc, ça, vous auriez gratuitement accès à ça, mais c'est pas à l'État d'aller vous payer des vacances, je sais pas, en Corse ou en Thaïlande. C'est pas à l'État d'aller vous acheter des vêtements. C'est pas à l'État d'aller vous acheter du champagne ou une bouteille de vin. Pardon? Ce sera à qui, du coup? Alors, mais justement, si vous voulez gagner plus, vous pouvez travailler un petit peu plus. C'est-à-dire que, enfin, même beaucoup plus si vous êtes courageux. Par exemple, si vous êtes enseignant, on peut vous donner des heures en plus pour encadrer une classe de neige. Si vous êtes pompier, vous pouvez aller assurer la sécurité à un festival. Vous pouvez même, en plus de votre travail, devenir, je sais pas moi, prof de yoga, tatoueur, prof de guitare. Enfin, vraiment, en fait, ce qui va vous passionner. Et les gens, ils ont envie de faire des activités qui les passionnent. Ils ont envie de faire des choses qu'ils aiment bien. Par exemple, je pense que le journalisme, c'est une passion. Ils ont envie, en plus d'avoir du sens. Et très peu de gens ont du sens aujourd'hui dans leur métier. Donc, le fait de diminuer drastiquement le temps de travail, ça permettrait aux gens de se consacrer à des activités qu'ils aiment. Ils peuvent d'ailleurs faire un revenu en plus, mais ils sont même pas obligés de faire quelque chose de pécunier. Ils peuvent passer plus de temps avec leur famille, avec leurs amis, à faire du sport, du développement personnel, à voyager, etc. En fait, tout ce qui permet de s'épanouir dans la vie, parce que la vie, c'est pas que du travail. Mais ça aussi, pardon, et vas-y, je te laisse finir. Non, vas-y, je termine. C'était pour rebondir. C'est une très belle idée, et évidemment qu'on ne peut pas, on ne peut pas s'opposer au fait que les gens travaillent moins si le reste leur est assuré. Mais tout ça, ça implique une répartition des richesses qui soit imposée sur les multinationales, les grands producteurs de richesses et ceux qui s'accaparent en majorité la finance, les grands groupes industriels et qui ne remettent pas dans l'économie réelle. Comment faire en sorte que cet argent soit partagé, ce qui est l'enjeu majeur, même avant que l'IA existe? Bien sûr, moi je pense que, comme Étienne Chouard, je pense que beaucoup de choses devraient faire partie du service public, notamment les banques. Je pense que beaucoup de choses devraient être nationalisées. Maintenant, je suis pas non plus quelqu'un de naïf. Je sais que le pouvoir est tellement corrompu et que des gens ont tellement de pouvoir ou de capacité de truquer des élections avec des faux sondages ou avec des médias qui vont mettre seulement les candidats qui les intéressent. Moi, je mets juste sur le papier un modèle politique qui marche. D'accord? Parce que c'est important d'en avoir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas forcément, ils veulent faire une révolution, ils veulent changer les choses, mais ils savent pas vers quoi tendre. Oui. Donc, je pense que déjà savoir vers quoi on veut aller, c'est important. Oui. Après, effectivement, je pense que je suis un petit peu pessimiste sur le fait de reprendre le pouvoir à des élites très corrompues, comme ce qu'on a en France, et d'ailleurs dans beaucoup d'autres endroits du monde. Mais je pense que il va y avoir de toute façon un changement inéluctable, parce que de toute façon, comme on va arriver à un chômage technologique massif, à un vrai tsunami, et qu'en plus, les gens vont se rebeller, il va y avoir des révolutions dans la rue, des manifestations, gilets jaunes sous stéroïdes, parce que si demain les gens sont dans la pauvreté massive, ça va arriver. Et en plus de ça, les entreprises elles-mêmes ne pourront plus vendre ce qu'elles produisent, puisque les gens n'auront plus de pouvoir d'achat. Donc mécaniquement, le système va s'écrouler de lui-même. Donc je pense que de toute façon, en politique, les choses changent, non pas parce qu'il y a des bonnes idées, ça change toujours par la violence ou quand on est au dos du mur. Ou par la Et je nécessité. pense que voilà, et je pense que ça va arriver. On a déjà des grands pontes de l'IA ou même Elon Musk qui parlent du revenu de base. Ah, j'ai pas dit pourquoi le revenu de base c'était pas une bonne idée, mais je vais y venir. Mais on voit qu'ils commencent à penser aux solutions. Je vois bien que c'est pas très élaboré, mais on voit que les gens commencent à y penser déjà. Justement, quand ça vient de grands milliardaires, on peut se méfier, comme tu dis, de ce genre d'idées qui sont effectivement sûrement des fausses bonnes idées. Alors pourquoi, selon toi, c'est une fausse bonne idée, ce revenu universel? Alors, je vais vous expliquer. Déjà, en fait, on a un concept qui est que les prix
en économie se fixe en fonction de l'offre et de la demande. Si on donnait de l'argent à tout le monde, 2 000 euros par mois ou 5 000 euros par mois, à tout le monde, et ben mécaniquement, les prix vont augmenter. Par exemple, si demain, moi j'ai 5 000 euros, je vais me dire, ah bah tiens, au lieu de vivre dans mon 55 mètres carrés, je vais me prendre une villa avec piscine. Sauf que tout le monde va se dire ça. Et bah, du coup, les Donc les prix vont propriétaires de augmenter. villas avec piscine vont augmenter les prix. Donc ce qu'on appelle l'inflation. Euh, Exactement, c'est ce qu'on appelle l'inflation. Et même les prix sont fixés en fonction du pouvoir d'achat. Par exemple, Spotify en Inde, c'est 1,99 €. Netflix, c'est pareil. Si on va en France, c'est 12,99 €. Et puis Netflix, je sais pas, ça va être 20 euros. Vous saurez mieux que moi. Je regarde pas trop Mais Netflix. si par Et voilà, c'est exemple, beaucoup. en Ouais. parallèle de ce revenu de base, on bloquait les prix, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est techniquement souhaitable? Oui, mais disons que, alors, bonne question. Il faudrait que Il faut j'y demander à un réfléchisse en économiste. live. Ouais, non, mais c'est intéressant, j'aime bien être challengé. Mais ce qui est sûr, c'est que déjà, avant même de réfléchir à ça, le problème, c'est que les flux financiers ne vont pas forcément aller vers là où c'est utile. C'est-à-dire qu'une entreprise qui est une entreprise voyou comme Monsanto ou la Société Générale, si ça coûte moins cher de produire des fruits et des légumes en épandant des produits chimiques dangereux ou des OGM, parce qu'il y a une notion de profit financier, ça marche pas. Alors que si l'entreprise, elle est là pour le bien commun, eh ben, en fait, elle va produire des produits bio pour le bien commun. Donc en fait, l'incitation financière n'est pas forcément là pour le bien commun. Donc je pense que déjà, on a tout intérêt pour ce qui est des biens nécessaires à un haut niveau de vie, que ce soit nationalisé ou au moins avec des coopératives, comme le modèle de, comment ça s'appelle en Espagne, là, mince, je l'ai sur le bout de la langue. Une entreprise qui est hyper connue en Espagne, qui est sous le mode de la Une coopérative. Je sais coopérative pas si ça te espagnole parle. Oui, travaille dans quel domaine alimentaire ou ouais, ils font un peu de tout d'ailleurs. Bon, c'est pas grave, ça voilà, va me revenir. Mais bref, en tout cas, le fait que chaque salarié ait un pouvoir de décision et de vote et que même on connaisse la grille des répartitions des salaires. Après, sur le blocage des prix, euh, j'ai envie de dire pourquoi mettre des prix? Parce que moi, dans mon modèle, il n'y a même pas besoin d'argent en fait. L'argent ajoute des couches de complexité et on peut même faire ça sans avoir besoin de comptabilité. Et on peut faire ça avec simplement le fait d'avoir le bien. Ah oui, un autre problème aussi avec l'argent, c'est que tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Par exemple, quand on a accès gratuitement à l'alimentation, un homme, vu qu'un homme est en général plus grand et plus lourd qu'une femme, il va manger en calories environ 25% de plus. Donc, oui. s'ils ont un salaire équivalent, un revenu de base équivalent, bah, l'homme, il a besoin de manger plus. Mais peut-être que la femme a d'autres besoins que l'homme n'a pas. Mais il y a des gens qui sont sportifs de haut niveau, il y a des gens âgés qui mangent beaucoup moins. Donc, si tu veux, le besoin n'est pas bien représenté par Hmm. la circulation de la masse monétaire aussi. Donc, je pense que donner gratuitement les ressources, c'est quelque chose de beaucoup plus efficace. Plutôt que d'avoir un salaire gratuit, on va dire ça. C'est ça. Alors, moi, dans mon modèle, je propose un salaire qui est en plus, annexé d'ailleurs avec une création monétaire sur la monnaie G1, où on n'a plus une La- création monétaire Ce comme qu'on la appelle monnaie des banques. la June, hein, c'est ça? La June, voilà la June, Ouais, voilà. la Et donc June, la faire June. en sorte d'avoir en parallèle de la gratuité un revenu de base qui est mis tous les jours sous forme de June avec une monnaie fondante. Mais bon, c'est un peu technique, c'est de l'économie un peu technique. Vous pourrez regarder dans mon livre, ou on pourra en faire une émission si vous voulez un jour, mais Parce c'est que un peu long à expliquer. et d'ailleurs cette June qui existe depuis une bonne dizaine d'années, peut-être plus. On avait fait un Oh, sujet ouais, ouais, ouais. sur Nexus il y a Oui, presque 10 ans. C'est français, c'est un projet français oui, c'est français, et c'est français. qui est construit mathématiquement pour éviter la spéculation, l'inflation et aussi C'est permettre ça, à ceux qui sont cooptés d'avoir ce revenu, une espèce de revenu de base, revenu universel exactement. intégré. Exactement. Et dans mon modèle, moi, il serait conditionné au service civique, c'est-à-dire que vous faites votre travail, vous contribuez à la société, et puis en échange, vous avez votre revenu en June. Et puis en plus, après, vous pouvez gagner plus. Et puis en plus, avec une monnaie fondante, ça c'est important, des intérêts négatifs, ce qui évite de faire de la spéculation financière et d'investir sur les marchés avec des gens qui gagnent des sommes folles sans travailler juste parce qu'ils gagnent des intérêts. Bon, autant dire que ton modèle va pas forcément être plébiscité par les puissants ou par ceux Non, qui non, défendent non. l'IA dans la Silicon Valley, je pense. Effectivement, effectivement. D'ailleurs, certains Voilà. d'entre eux, et j'ai découvert ça récemment, euh, au lieu,
en plus de négocier leur très gros salaire, hein, parce que les ingénieurs IA dans la Silicon Valley sont très très bien payés. Ils euh, commencent à gagner plus que les footballeurs maintenant, hein. alors ça je savais pas, mais ça m'étonne pas parce que Ouais, si, 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 ouais. c'est vraiment des domaines extrêmement qui rapportent énormément d'argent. Ils commencent à négocier en plus de leur salaire des tokens d'IA. C'est-à-dire que des capacités de calcul, ils viennent demander à avoir une certaine quantité. Pardon d'interrompre ce programme, mais je vous rappelle que le magazine Nexus est un magazine indépendant, sans pub ni subvention, et que sans vous, lecteurs, nous ne pourrions vous proposer du contenu en accès libre comme celui que vous êtes en train de visionner. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à offrir Nexus ou à l'acheter en kiosque. Ils viennent demander à avoir une certaine quantité d'accès, de bande passante pour avoir accès à des agents IA, pour eux-mêmes programmer leur travail et ne plus travailler. Et donc, c'est à Ah, mais c'est celui ça. qui va avoir le plus de tokens, le plus de jetons, parce que ça Ouais. prend énormément de ressources matérielles, pour fabriquer Ouais. leur propre clone IA qui va travailler à leur place 24 heures sur 24. Et du Ouais. coup, ils s'achètent du temps, ils se dégagent du temps comme ça, en plus de leur salaire. Et je me dis, mais on a changé de paradigme en fait. Ah L'argent n'est ouais, mais même c'est plus le plus important, c'est les gens vont s'acheter du temps. ouais. Ouais, c'est complètement fou, hein. Et ça va encore plus devenir fou. Et on peut programmer même des agents IA qui se parlent entre eux. On peut tout automatiser, hein, maintenant. Et bientôt, on aura des services où on va parler à la voix à son IA et des agents IA vont aller faire les choses pour nous. Par exemple, je veux commander mes courses sur intermarché.com. Je dis, bon, l'IA prend la souris à votre place. Elle va cliquer, mettre dans le panier. Je lui dis, mets-moi des œufs bio, du fromage de chèvre et puis des pépitos. Je sais pas pourquoi je dis ça, ça me fait rire. Et fais-les-moi livrer à 17 heures. Et puis, vous les ferez livrer. Et puis, même comme en Chine, il y a des robots qui livrent à votre place. C'est Moi, j'étais en incroyable. Chine récemment. Là, on a des taxis et des bus sans Mais chauffeur non. et des robots qui livrent pour vous. Et même les robots qui Comment viennent ça livrer à votre chambre d'hôtel qui prennent l'ascenseur. C'est-à-dire que le robot vient à la chambre, à la porte de la chambre, Ouais, avec la ouais. commande. Avec la commande, ça s'ouvre, etc. Et on a même des magasins, des épiceries sans aucun employé. Où, donc avec là-bas, ils font tout, ils ont plus l'argent, hein. Ils font tout avec un système, avec ce qu'on appelle WeChat et Alipay. Ils scannent leur QR code. Et du coup, là, ils rentrent dans l'épicerie en scannant le QR code. Les portes sont fermées sinon. La porte va s'ouvrir. Ils prennent. Donc, il y a des caméras pour surveiller. De toute façon, votre QR code est relié Au à compte votre bancaire. identité. Oui, donc voilà, quoi Ouais, qu'il voilà, arrive, c'est ça. Et on puis, peut on pas sait voler, qui quoi. vous êtes. On peut pas voler et les gens ils payent à la fin et avec leur QR code et ils sortent et il n'y a pas un seul employé. C'est complètement fou, C'est c'est un complètement futuristique. Je trouve ça, bah, moi, ça m'inquiète, hein. C'est assez impressionnant techniquement, mais c'est quand même assez flippant de se dire qu'on enlève l'humain de ces espaces d'interaction sociale, même si effectivement, bon, bah, la discussion avec l'épicier du coin ou le boulanger, elle n'est pas très C'est très ce que poussée. j'allais dire. Mais cette petite interaction, même le simple bonjour, il est porteur de tellement plus de choses que rien du tout. Alors, je vais te donner mon avis, je pensais comme toi, mais si tu regardes, alors, pour l'épicier, le boucher du coin, c'est encore vrai, mais une caissière, objectivement, Ouais, si, surtout quand en même, plus, hein. Moi, j'ai déjà eu des petits ouais, moments un peu cocasses oui, ou même parfois un petit bonjour, bon, qui va pas amener à grande discussion, mais qui quand même reconnecte à l'humain en petites secondes, quoi. bah, là, toi, parce que peut-être en plus tu vas être sympa, tu vas essayer de parler avec elle, mais il faut pas oublier que 98% de la caissière, ça va se borner à bonjour, au revoir, ça fait 5 euros, Peut-être, non, mais et c'est qu'elle, elle vrai. dit ça. Et en plus de ça, j'ai envie de te dire, imagine qu'elle, elle libère son temps de travail pour avoir le temps de se reconnecter, Alors, de passer du temps avec sa famille, ses amis, et ok, peut-être, allez, sur ses 7 heures de travail par jour, elle va trouver 30 minutes des gens alors oui, sympas, non, mais mais là, bah, elle ça, aura sa journée entière. Ça, je suis d'accord avec toi. Non, si dans une société, c'est un peu, on va dire, utopique, mais voilà, dans cette vision que tu as, où effectivement tout le monde est épanoui parce qu'on a réparti les richesses de manière équitable, et qu'effectivement, bah, je vais dans mon supermarché, tout est automatisé parce qu'effectivement, bah, la caissière, elle est plus caissière et elle vit sa vie de manière plus épanouissante, et que je peux la retrouver dans d'autres espaces d'interaction sociale et humaine, à droite, à gauche, dans des cercles associatifs, je sais pas moi, en faisant autre chose à côté. Oui, s'il y a toujours de l'interaction humaine et de la vie humaine. Le problème, c'est qu'effectivement, ce qu'on nous prépare là, c'est sans le modèle que toi, tu nous partages. C'est le Malheureusement, supermarché autonome,
mais avec le chômage. C'est- Malheureusement. Et là, ça va être flippant. Et ma prédiction, c'est que la Chine va être la nation, c'est déjà la nation la plus avancée technologiquement. C'est complètement fou ce qui se passe là-bas. Quand on revient en France, on a l'impression que c'est le tiers-monde au niveau des infrastructures. Là, ils ont testé un train à lévitation magnétique qui allait à Hmm. 603 km/h. Ah oui. Et je pense que eux, ils sont en train de tout automatiser. Et vu qu'ils ont un petit peu, alors bon, c'est le Parti communiste qui dirige. En tout cas, alors la Chine a beaucoup d'avantages et de désavantages. Je pense que c'est une nation qui politiquement peut être extrêmement critiquée. Mais ce qu'on peut pas leur remettre en cause, c'est que leurs impôts sont vraiment réinvestis pour le bien commun. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils construisent des hôpitaux, des gares Oui. avec des trains à haute vitesse, ils construisent des bâtiments vraiment incroyables. Tout le monde est sorti de la pauvreté en Chine. Tout le monde, il y a des voitures de luxe incroyables partout. Il y a des scooters électriques à disposition. Tu scannes ton QR code, tu prends ton scooter et tu te balades en ville. Vraiment, ce que fait le gouvernement chinois pour le peuple, ils sont en train d'améliorer les conditions de vie de manière Pour toi, incroyable. Et je pense que il y vu a moins de misère en Chine par rapport à il ce n'y a qu'on pas vit. de SDF. Il n'y a pas de SDF en Chine. Il n'y a pas un SDF. Moi, j'ai passé 3 mois en Chine. J'ai pas vu un SDF. J'ai pas vu un mec se piquer dans la rue, comme quand on va aux États-Unis ou en France, dans certains endroits. Et on voit bien que et même on voit des voitures de luxe partout. Hein, vraiment, c'est même dans les petites villes, c'est assez impressionnant. Et je pense que la Chine va être le premier pays à automatiser énormément pour répartir les richesses et qu'en fait, bah, les autres pays seront obligés de rentrer dans ce cercle d'automatisation parce que de toute façon, les entreprises qui automatiseront pas seront moins compétitives. Hmm. Et donc, le monde va changer, ça va commencer en Chine. C'est ma prédiction. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à Nexus, on n'automatisera pas le travail des humains, ça c'est certain, même si Faut pas le c'est faire. sûr que je le vois, hein, même il y a des gens qui... Je suis sûr que techniquement c'est possible. On pourrait fabriquer un agent IA bien foutu pour nous faire des magazines à l'appel, des illustrations, des articles et concevoir 50 numéros d'avance pour quasiment pas 1 euro quoi, derrière. Ouais, C'est bien sûr, une inquiétant. fraction. Et Mais je d'ailleurs, je pense que suis des sûr que ça fois, pourrait ne même pas se voir quasiment en un coup d'œil. Bon, on pourrait être un petit peu, ah oui. je pense, trompé, quoi. Mais je pense que même à Nexus, des fois, vous utilisez ChatGPT pour avoir une info plus vite, pour Oui, revérifier. évidemment, évidemment. Voilà, c'est ça. Sur des Mais choses, ça, par exemple, des recherches de sources, des recherches voilà. documentaires sur Internet, c'est une aide, c'est une assistance assez utile. Mais tant que ça assiste l'humain, C'est ça. comme un ordinateur aujourd'hui, d'ailleurs, on avait le débat en interne avec des membres de l'équipe parce que les maquettistes, hein, qui sont eux, qui ont vécu le passage à la PAO, la C'est maquette quoi la PAO, ça? c'est Ah oui, oui, ok. la maquette par ordinateur. Je sais plus ce que ça veut dire Oui, oui, oui. l'acronyme, mais la Ouais, maquette ouais. par ordinateur avant, c'était fait à la mano. C'était du Ouais, collage, ouais, ouais. c'était des artistes. C'était vraiment, ils ont vécu ce Mmh. monde d'avant où quand l'ordinateur est arrivé avec les Photoshop, InDesign et compagnie, et les gens se sont posés la même question, ils ont dit, bah ça va tuer tous les emplois dans ce monde de la création. Et effectivement, ceux qui ne se sont pas mis à l'outil informatique, bah, les autres ont perdu leur travail. Il n'y a plus de maquettes faites manuellement aujourd'hui. Tout est fait par ordinateur. Mais l'ordinateur est devenu l'assistant du créatif, là où malheureusement, dans ce qu'on nous propose avec les agents IA, l'IA peut devenir le remplaçant de l'humain dans certaines tâches. Et c'est ça qui est dramatique, c'est que lorsqu'il assiste l'humain, ça lui permet de faire plus de choses. Lorsqu'il remplace l'humain, on change de société. Bien sûr, ouais. Moi, c'est ça que je trouve terrible. Alors, effectivement, si on associe cette révolution technologique avec la vision politique que tu nous partages, ça va que dans le bon sens. Encore faut-il récupérer le pouvoir, en tout cas en France, pour qu'on puisse répartir les richesses et rendre cette vision possible. Sinon, Mais ça arrivera mécaniquement... par la violence, je pense. C'est ce que je prédis, avec un chômage massif et des rébellions. Voilà, on peut s'attendre à des gilets jaunes plus d'ici 5 ans, 10 ans et des grosses manifestations avec de la violence, ouais. C'est sûr que s'il n'y a plus rien dans le frigo, c'est là que les gens se réveillent, hein. C'est ça, c'est On ça. l'a vu en 1789, ça a été un des points de départ.
Donc, C'est ça. effectivement, c'est un sujet qui va nous occuper encore de nombreuses années pour voir ce que l'humain, en tout cas nous en France, on va pouvoir en faire et comment est-ce que cette classe moyenne, parce que finalement c'est la classe moyenne qui va trinquer, Mm. va pouvoir reprendre son pouvoir et son pouvoir économique. Est-ce que tu veux rajouter un dernier mot, Pierre-Alexandre? Non, moi, je pense qu'on a fait un tour assez exhaustif. Après, en fait, il y a énormément d'autres sujets qu'on aurait pu évoquer. Je pense notamment au RIC d'Étienne Chouard avec une récupération de la démocratie. Je pense qu'un modèle économique plus sain qui fait que l'humain est remis au centre avec, au lieu de calculer du PNB, plutôt un BNB, un bonheur Hmm. national brut, parce que les flux financiers ne sont pas là forcément pour le bonheur humain, c'est-à-dire que si ça rapporte plus d'argent d'acheter un footballeur 200 millions ou de créer des montres de luxe plutôt que de créer des puits en Éthiopie ou d'avoir accès à la nourriture biologique pour tout le monde en France, et en fait, quand ça rapporte plus d'argent de mettre dans le football, le modèle économique est indifférent. Donc, avoir un Ouais. modèle économique qui, en plus de la répartition, est un modèle économique basé sur les ressources et non plus sur les flux financiers. Voilà, ça c'est plein de sujets qu'on aurait pu évoquer en plus, mais voilà, ça peut faire l'objet de nombreux débats. Sûrement, et il y en a un pour lequel je serais ravi de te recevoir à nouveau, qu'on peut un petit peu aborder rapidement. Enfin, en tout cas, on peut te donner la thématique concernant l'ADN humain sur des recherches que Ok. tu fais sur un code caché dans l'ADN humain, selon certains chercheurs et certaines découvertes qu'ils ont fait. Voilà, c'est un sujet qui t'intéresse et pour lequel je serais ravi de te recevoir pour Nexus. Ça, c'est un vrai sujet qui nous passionne sur les origines de l'humanité. Et peut-être qu'on pourra, j'espère, en faire un article dans un numéro Nexus. Parce que Avec ça, plaisir. pour le coup, c'est un sujet dont personne ne parle. Non, on peut teaser les gens en 1 minute, vite fait? Allez, 1 minute, comme ça, au moins, ils seront, à mon avis, Voilà. très, très intéressés pour la suite. Donc, pour le faire rapide, il y a deux chercheurs russes, mathématiciens et astrobiologistes qui s'appellent Makoukov et Sherbak, qui recherchaient des signaux venant de l'espace pour voir si il y avait des intelligences extraterrestres. Et donc, on peut analyser les signaux pour voir s'ils sont intelligents ou si c'est du chaos, si c'est du bruit. Ils n'ont pas trouvé, mais ils se sont dit, si on était une civilisation avancée et qu'on avait un message intelligent ou un signal intelligent pour montrer qu'on existe, où est-ce qu'on pourrait le coder? Et ils ont pensé à l'ADN et au code génétique, parce que c'est un signal qui se transmet sur des millions et des milliards d'années et qui en plus a un taux d'erreur de réplication très faible. Et ils se sont dit, on va appliquer nos outils mathématiques pour voir si on les trouve là-dedans. Et figurez-vous qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé des messages intelligents dans le code génétique et dans l'ADN. Et du coup, moi, je travaille dessus depuis. J'ai trouvé d'autres choses qu'eux n'ont pas trouvées. Et voilà, et c'est passionnant. Et ça permet de revenir au sujet de la création de la vie sur Terre. Est-ce que c'est le fruit du hasard et de la sélection naturelle darwinienne? Est-ce que c'est le fruit, est-ce qu'on vit dans une simulation? Est-ce que c'est le fruit Hmm. de génie génétique d'une civilisation avancée? Est-ce que, voilà, il y a plein de possibilités. Est-ce que c'est Dieu? Il y en a qui croient en Dieu. En tout cas, voilà, il faut être ouvert à des pistes de réflexion, mais ce qu'on a trouvé dans l'ADN montre réellement un codage très Hmm. intelligent du génome humain. C'est passionnant. Je serais ravi de te recevoir à nouveau sur ce sujet-là très très prochainement. Je rappelle pour ceux qui nous écoutent donc l'ouvrage Intelligence artificielle, robotisation et chômage technologique en auto-édition. Est-ce qu'il y a un site sur lequel ou des réseaux C'est sur sociaux Amazon. alors ça c'est sur Sur Amazon. Amazon. Est-ce que Ouais. les gens peuvent te suivre sur tes réseaux sociaux ou sur un site internet? Pas trop pour le moment. On avait un site là qu'il faut que je remette d'actualité. Mais pour l'instant, on va refaire un site là avec l'organisation qui s'appelle le Mouvement pour une économie basée sur les ressources. Si vous tapez mon nom dans Google, dans YouTube, j'ai pas mal d'interviews aussi où j'explique le modèle économique. Donc, mais on va revenir Oui, en force avec. t'es passé d'ailleurs sur Toxin et Radio Courtoisie, c'est ça? Ouais, pas mal, hein, BTLV, Kite TV. Je suis passé dans pas mal d'émissions sur BTLV, même sur des débats avec Philippe Guément sur le fine-tuning de Hmm. l'univers. Je suis passé sur quoi d'autre? Je sais plus. Je suis passé sur comment ça s'appelle cette émission? On a fait, c'était en anglais.
Quantum Earth, il y a des conférences sur YouTube aussi, etc. Bon, Ouais, pas mal de ressources déjà. ceux qui nous écoutent pourront retrouver tout ça sur YouTube s'ils veulent approfondir encore ces sujets-là en ta compagnie. On se retrouvera, j'imagine, pour ce sujet sur le code caché dans l'ADN humain. En tout cas, merci Avec plaisir. infiniment, Pierre-Alexandre Ponant, d'avoir pris le temps de nous partager une partie de tes connaissances. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Retrouvez-nous en kiosque et sur nexus.fr pour faire continuer de vivre une information libre et indépendante. Et retrouvez-nous pour le premier grand événement Nexus, le festival, les 27 et 28 juin prochains. Le lien de la billetterie est dans la description. Merci beaucoup, Pierre-Alexandre Ponant, et à très Merci bientôt. Marc.